Alors, cette soirée, vous l'avez vu, était très, très dense. On a eu beaucoup d'invités, on a abordé beaucoup de thèmes, mais il faut dire que ce document lui-même est très riche. Vous le découvrirez dans les heures et jours qui viennent. Et donc, on va, comme d'habitude, conclure avec à la fois Olivier Faure, qu'on a vu au début de notre live dialoguer avec Laurent Berger, peut-être en dira-t-il un mot, et avec Boris Vallaud, qui, vous l'avez compris, est le maître de cérémonie de la rédaction de ces brochures du projet, qui a été là aussi à la manœuvre dans la rédaction de ce document imposant. Donc ils vont animer cette dernière ligne droite. Peut-être simplement, vous pourriez nous dire, et l'un et l'autre, ce qui vous tient le plus à cœur dans les propositions qui sont faites dans ce document, et ce qui vous semble le plus structurant, le plus audacieux, à vos yeux, tout simplement le plus essentiel. Peut-être Olivier, pour commencer. Merci. Bon, d'abord, merci à Boris, merci à tous ceux qui ont travaillé sur ce travail qui est imposant et que donc vous pouvez retrouver sur le site rendez-vous2022.fr et dans lequel, justement, vous pourrez retrouver toutes les propositions que nous faisons. Parce que la transition écologique, tout le monde en parle. En réalité, tout le monde parle de l'état actuel de la planète, tout le monde parle de ce que serait le monde idéal, mais personne ne raconte quel est le chemin qui permet d'aller de l'un à l'autre. Et ce document, sa vertu, c'est justement d'expliquer quel est le chemin possible, qui soit un chemin qui soit aussi un chemin de justice, puisqu'on le sait bien, quand l'écologie est injuste, elle n'est pas comprise, et elle provoque les gilets jaunes, elle provoque une réaction très forte. Alors, qu'est-ce que je retiens de cette soirée? Qu'est-ce que je retiens de ce document? Moi, j'ai envie de dire tout. C'est un peu facile, vous me direz. Mais c'est parce que c'est une conviction qui a évolué chez moi. Pendant longtemps, j'ai pensé, comme beaucoup, que c'était une affaire de quelques mesures qu'on pouvait prendre de manière un peu homéopathique. Et puis, un jour, on se rend compte qu'en fait, non, tout se tient. Et ce soir, les interventions qui se sont succédées l'ont montré. Énergie, logement, mobilité, y compris rapport entre le Nord et le Sud, tout est lié. Et donc, j'ai trouvé que tout à l'heure, Camille Etienne donnait une belle définition de ce qu'était la gauche, de ce qu'elle, c'est pas ce qu'elle disait elle, mais c'est ce que je reprends à notre compte. Elle a dit, il faut être intranquille. Eh bien, c'est ça. Soyons intranquilles. Soyons de ceux qui, justement, repensent le monde, acceptent l'idée que nous sommes au bout d'un système qui a fait ses preuves, et je finis par là, où peut-être j'avais commencé, puisque j'étais filmé avec Laurent Berger il y a quelques jours. Eh bien, le monde syndical, le monde ouvrier, comme la gauche politique, nous avons tous eu jusqu'ici partie liée avec le monde du grand capital. Nous étions liés parce que nous avions envie ensemble d'une croissance qui permette donc de développer en fait plus de richesses et ensuite de répartir les fruits de cette richesse produite. Et aujourd'hui, on voit bien que ce modèle-là, il est à bout de souffle, puisque nous ne pouvons pas demander à la planète plus qu'elle ne peut. Et là où, en même temps, il fallait bien que je le case un moment, en même temps, nous avons besoin des socialistes, de la gauche et des écologistes ensemble, c'est que le combat pour le social et le combat pour l'écologie ne sont pas contradictoires, ils sont complètement mêlés. Pourquoi? Parce que les victimes sont les mêmes, ceux qui vont souffrir demain du réchauffement climatique, ceux qui souffrent déjà de la malbouffe, ceux qui sont déjà exposés aux matières dangereuses, qui sont déjà dans les lieux les plus pollués, ce sont les plus pauvres. Ceux qui pourront échapper demain à toutes ces formes de pollution ou de restriction, ce sont aussi les plus riches. Et qui sont les prédateurs? Les prédateurs, ce sont toujours les mêmes, ce sont ceux qui, justement, ont mis leur profit avant nos vies. Et donc, nous avons évidemment une partie commune à jouer, et c'est la raison pour laquelle, parce que nous sommes socialistes, nous sommes aujourd'hui obstinément écologistes. Merci Olivier. Mais tu as raison de faire ce parallèle. J'étais frappé de voir à quel point les deux militantes écologistes que nous avons invitées, jeunes et écologistes, Élodie et Camille, ont immédiatement fait ce lien entre la justice sociale et la justice environnementale. Boris, donc, tu as été avec toute l'équipe qui t'a accompagné à la rédaction de ce document. Est-ce que vous avez été intranquille? Oui, on a été intranquille, mais on n'a pas été contemplatif. Parce que, précisément, cette intranquillité, elle est une injonction à l'action. J'aime bien, moi, dans les travaux qu'on conduit là depuis plusieurs mois, prendre appui sur la crise et sur les leçons de cette crise, qui sont des leçons qui nous obligent. Et on doit absolument lutter contre, au fond, cette espèce d'aspiration à un retour à la normale.
Ce qu'on a, j'allais dire, saisi au collet dans ce dossier, c'est effectivement la dimension sociale de la question écologique. Dominique Potier le rappelait tout à l'heure, pour nous, cette grande transition qu'on a à accomplir, ce n'est pas une aventure catastrophique. C'est une épopée, c'est une odyssée. Ça peut être un chemin heureux parce que, on le constate, les inégalités environnementales se superposent aux inégalités sociales. Et ces inégalités-là, elles explosent par le haut et par le bas. Ce sont des inégalités entre les hommes, ce sont des inégalités entre les hommes et les femmes, des inégalités entre les nations, des inégalités dans les émissions, mais aussi dans les impacts que l'on subit de ces pollutions, de ce réchauffement climatique. Et pour nous, dans notre aspiration à la transformation sociale, dans notre aspiration à la transformation de la condition humaine, c'est-à-dire faire plus de progrès, de bien-être, rien de ce qui concerne l'environnement nous est indifférent. C'est pour nous un levier de contestation on va dire du capitalisme financier, du néolibéralisme. C'est un chemin d'émancipation, de libération, d'égalité. Au fond, c'est vraiment une affaire pour nous, socialistes, avec les outils de la transformation qui sont les nôtres, avec, j'allais dire, cette conviction que la puissance publique doit l'imposer à la puissance privée, que cette crise climatique, elle impose une nouvelle centralité à l'État, à la puissance publique, c'est-à-dire aussi bien au niveau national, international, avec un nouveau multilatéralisme, qu'au niveau local, dans l'action quotidienne et de proximité. C'est aussi un acte de confiance dans la démocratie, parce qu'on voit bien que la crise démocratique et la crise environnementale sont jumelles. Donc, j'allais dire, c'est cette question de la justice climatique, c'est notre grande affaire, et c'est pour ça que nous en saisissons, finalement, dans la fidélité à ce que nous sommes, même si, évidemment, nous portons un autre regard sur la centralité de la richesse, sur sa répartition dans un monde qui est fini. Ça aussi, c'est une affaire pour nous. Est-ce que toi, tu arrives à déterminer une proposition que tu mettrais en exergue ? Alors, je vais être un peu mauvais joueur vis-à-vis des copains qui ont bossé, mais je vais reprendre celle sur laquelle, notamment avec Jean-Louis Bricout à l'Assemblée nationale, nous avons travaillé, qui est la prime climat, qui est un vrai projet de massification de la rénovation thermique. C'est en 10 ans, nous proposons de sortir 12 millions de Françaises et de Français de la précarité énergétique. Et je trouve que c'est bien de montrer qu'une question environnementale, parce que les économies d'énergie sont considérables sur le logement, est aussi une réponse à un enjeu social. La proposition qu'on a faite, c'est 0 reste à charge au moment des travaux, par un préfinancement par la Caisse des dépôts et consignations, un accompagnement personnalisé par l'ANA, évidemment une agence qui serait boostée, et puis un remboursement différé sous condition de ressources au moment de la mutation, c'est-à-dire au moment d'un héritage, au moment d'une revente. Des rénovations évidemment financées à bonne hauteur, des rénovations complètes et performantes, une ambition que la loi climat qui est discutée aujourd'hui n'a pas. C'est une proposition que nous avons travaillée avec Négawatt, avec le collectif Rénovons, que nous avons passé, j'allais dire, au gueuloir de contradicteurs exigeants, mais qui est une proposition que nous formulons aujourd'hui, à laquelle nous croyons. Alors juste, ce que ne dit pas, enfin, ce que dit Boris, mais je ne veux pas le traduire parce qu'il a très bien dit, mais c'est quand même un truc extraordinaire, c'est que c'est une mesure qui permet à des gens d'obtenir quasiment un 13e mois avec cette mesure-là, et c'est bon pour la planète en même temps. Donc en fait, j'allais dire, mais que demander de plus? Et cette proposition-là, elle a été faite à l'Assemblée. Malheureusement, la majorité actuelle l'a repoussée. Donc il en faudra une nouvelle pour pouvoir la mettre en place. Voilà. Alors, juste avant que Luc nous fasse sa traditionnelle présentation d'ouvrage, peut-être le message de notre facilitatrice visuelle qui pourrait s'afficher à vos écrans, qui reprend ce débat entre Olivier et Boris. Soyons obstinément écologistes, soyons intranquilles, et c'est un chemin d'émancipation. Celui avec les cheveux longs, c'est moi. Oui, voilà, c'est ça. D'accord. Et qui oui, tu fais des économies de coiffeur. Et l'autre tend les bras. Écoutez, merci beaucoup d'abord à notre ami qui a animé tout au long de la soirée par ses dessins nos débats qui ont été d'une densité incroyable. Je ne sais pas si ça va être comme ça de pire en pire, ou de mieux en mieux, mais nous avons franchi presque la barre des 2 heures de débat. J'espère que vous êtes restés avec nous jusqu'au bout. Marie dénonçait l'habitude que j'ai prise d'essayer d'illustrer nos débats sur le fond par des romans, parce que la culture... et c'est fou de voir à quel point, d'ailleurs, la question de l'écologie est de plus en plus traitée dans les romans. Je vous en ai choisi juste 2. Un classique, Édouard Abbé, Le gang de la clé à molette. C'est 1975, c'est le désert de l'Arizona, et c'est les premiers activistes écologiques. C'est un roman
bien connu par ceux qui aiment la littérature américaine. Et puis beaucoup plus récent, Serge Joncourt, Nature humaine, prix Femina, qui raconte les décennies 80-90, de la sécheresse de 76 à la tempête de 99, à travers les yeux d'un agriculteur du Sud-Ouest. C'est absolument passionnant. Tu fais ça très bien, Luc. Il faut continuer. Merci. Oui, tu devrais animer une émission littéraire aussi, parce que franchement, tu le mérites. Merci à vous pour votre participation. Merci à tous nos invités. Et nous nous retrouvons le mois prochain autour d'un nouveau thème. À très vite.